Officiellement, bonjour. Ça nous fait un grand plaisir de vous recevoir ce matin à l'école Beau-Rivage. Mon nom est Marie-Josée Pelletier, je suis directrice adjointe ici et aujourd'hui j'agirai un peu comme maître de cérémonie afin de rendre nos transitions uniformes et harmonieuses. Donc c'est ça, c'est une espèce de prise 2 pour nous qui avons organisé ce grip le 15 février dernier, mais Dame Nature n'était pas collaboratrice. C'est sûr que nous, on a couché ici le 25 février, fait que c'était à l'image de l'hiver qu'on a eu. On s'est dit que septembre était une valeur beaucoup plus sûre pour vous recevoir ici dans notre belle école afin de partager nos connaissances en technopédagogie. L'acronyme qu'on s'est donné pour GRIP cette année, c'est Grandir, Réseauter, Innover et Partager. Donc, on espère que sous le signe de ces 4 belles actions qu'on entreprend chaque jour dans nos classes, bien, on pourra s'améliorer ensemble et faire en sorte qu'on donne un service à l'élève encore plus porteur, encore plus gagnant et qu'on favorisera ultimement la réussite de nos jeunes à la commission scolaire des navigateurs. Donc, une fois cette bienvenue faite, je vais céder la parole à mon patron, M. Bernard Demers, qui vous adressera quelques mots et qui vous présentera aussi notre conférencier. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, Marie-Josée reviendra après la conférence d'ouverture pour expliquer certains détails concernant la journée. Alors, c'est à moi qui revient l'honneur de présenter M. Benoît Petit. Alors, ça me fait plaisir de le présenter. M. Petit est conseiller pédagogique au sein de RICI. Il œuvre aux services nationaux pour les gestionnaires scolaires et dans le domaine du développement de la personne. Collaboration et créativité sont ses principaux moteurs d'innovation pédagogique, où le numérique se met au service de l'apprenant. Il propose une réflexion éthique sur les usages à l'ère du numérique, citoyenneté, médias sociaux, mobilité, vie privée, droits d'auteur, ressources éducatives libres et leadership. Alors, nul doute qu'avec M. Petit, nous ferons un pas de plus dans notre développement des compétences du 21e siècle. Alors, M. Petit, je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, Bernard. C'est gentil. Je suis très honoré d'être ici avec vous. S'il y en a qui ont des appareils mobiles avec eux là, et qui veulent suivre la présentation, aller plus vite que moi, parce qu'ils trouvent que je ne vais pas assez vite, vous pouvez vous connecter à la présentation. Vous pouvez l'ouvrir en lisant le code QR avec votre tablette ou votre téléphone. Donc, prenez le temps de faire ça. Pendant que vous faites ça, je veux juste vous dire qu'on est en direct. Et oui, on ne le voit pas bien hein, à cause de la projection. Il n'est pas complet. Ah, le code QR, vous n'êtes pas capable de le lire? Est-ce que, Louis-Olivier, tu peux nous resserrer un peu la présentation pour que ça arrive? Est-ce que tu es capable de jouer là-dessus ou non? Pas de jeu là-dessus, hein? OK. On va faire un truc. Je vais quitter le mode présentation. Puis à ce moment-là, vous devriez être capable de le lire au complet. Là, comme ça, je vous laisse le lire. On va repartir la présentation une fois que vous aurez ouvert. Alors, juste vous dire que pendant notre conférence d'ouverture, il y a des gens qui, sur Twitter, à distance, vont pouvoir suivre la conférence. Il y a 4 personnes connectées présentement. On espère qu'il y en aura 82 à la fin. Donc, je voulais saluer les gens qui sont avec nous. J'espère que vous nous suivrez tout le long. Les gens qui sont à distance, vous pouvez aussi ouvrir la présentation. Vous pourrez participer même à distance si vous êtes à distance. Donc, je suis vraiment content d'être avec vous. Aujourd'hui, on va mettre le numérique au service de notre conférence. Alors, tout le monde a réussi à ouvrir le lien. Vous pouvez zoomer sur votre appareil si c'est trop loin. Là. Je vais m'enlever du chemin. Là. Faites un zoom sur votre écran. Sinon, entrez l'adresse tout simplement. Là. Alors, c'est monurl.ca/CSDN19. Donc, tout simplement, l'adresse que vous pouvez entrer et ça devrait fonctionner. Donc, je vois qu'il n'y a plus trop d'appareils dans les airs. Ça va. On peut remettre le mode présentation. Oui, c'est correct. Vous y arrivez, monsieur? Oui, excellent. On va redémarrer la présentation. OK, on va te laisser essayer. Oui, tout à fait. C'est merveilleux.
Avec l'appareil photo, normalement, ça devrait être capable de ça va vous afficher, si vous zoomez puis que vous avez le code QR assez gros, ça va vous afficher l'adresse. Normalement, vous devriez être capable de l'ouvrir. C'est bon. Alors, on va repartir la présentation. Ici. Là, évidemment, tout le monde est connecté au réseau en même temps, alors c'est plus long à charger. On s'y attend, c'est normal. On va être juste patient un petit peu. Ça va finir par revenir à la normale. Donc, je voulais, pendant que c'est en train de charger, c'est déjà arrivé, c'est super. Donc, on va être prêt à commencer. En fait, moi, je vais vous mettre en action tout de suite, presque tout de suite. Vous allez devoir tout de suite vous activer les neurones, parce qu'on est à l'ère du numérique. Hein? On est à l'ère du numérique, vous êtes toutes et tous à l'ère du numérique. J'ai vu, vous avez tout le monde presque un appareil avec vous. Vous avez ouvert. On va essayer ensemble de définir c'est quoi cette ère du numérique. Alors, pour faire ça, je vais vous demander d'observer des images. Je vous montre les images que je vais vous demander. Ce sont ces 10 images-là que vous allez devoir observer. Et quand vous allez avoir observé toutes ces images-là, ou du moins en même temps que vous allez les observer, je vais vous demander de trouver des caractéristiques de l'ère du numérique. Et pour répondre, pour entrer ces caractéristiques de l'ère du numérique, vous allez aller à l'adresse qui est en bas ici. Vous voyez l'adresse en bas? Oups, mon pointeur n'est pas au bon endroit. L'adresse qui est ici, answergarden.ch/1006-976. Alors là, je vous en demande des choses, hein? En plus de ma présentation, je vous demande d'aller ailleurs. Ça, c'est Answer Garden. Est-ce qu'il y en a qui utilisent ça en classe, Answer Garden? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ici? Mettez dans la main si c'est ceux qui connaissent ça. Il y en a quelques-uns qui connaissent ça. Pas beaucoup. Je vous apprends quelque chose, je suis content. Donc, c'est un outil génial à utiliser avec nos élèves en classe pour faire émerger des idées, faire une tempête d'idées. Donc, answergarden.ch, oups, je ne vais pas mettre devant la présentation, /1006-976. Alors, si vous entrez ça, vous devrez être capable d'entrer des mots-clés qui représentent l'ère du numérique en vous inspirant des images qui défilent devant vous ici ou que vous pouvez consulter si vous... Alors, je vous suggère de faire ça en équipe, de vous mettre en équipe de 2-3. Il y en a un qui peut sur son appareil afficher les images sur ma présentation, puis l'autre entrer les mots. Alors, on se donne 4-5 minutes. Vous allez me trouver des mots qui représentent l'ère du numérique. C'est parti. Les gens à distance aussi.
Alors, pour ceux-là qui ont de la misère à se connecter au réseau, allez dans Réglages, Wi-Fi, oubliez ce réseau et rebranchez-vous au Wi-Fi qui se présente simplement. Alors, pour ceux-là qui ont de la misère à se connecter, allez dans Réglages, cliquez sur le petit i avec un cercle au bout. En fait, oubliez ce réseau. Après ça, vous revenez, vous branchez à CSDN Edu et ça devrait corriger la connexion Wi-Fi. Merci. Merci beaucoup. Encore 2 minutes, puis on revient ensemble. Alors, je vous arrête. Tournez votre iPad à l'envers. Comme avec les élèves. On ferme l'ordi, on ferme l'iPad. OK. Non, fermez-le pas. Vous allez en avoir encore besoin tout à l'heure. On va aller voir ce que vous avez fait. On va aller voir le travail que vous avez fait. La diffusion en direct semble être arrêtée, hein, c'est ça? Trop d'appareils connectés. Le réseau n'a pas tenu sur mon iPad. Je pense que ça ne fonctionnera pas. C'est pas grave. On est ensemble, c'est ça qui compte. Allons voir ce que vous avez écrit. L'ère du numérique. Je ne vais pas nécessairement prendre les plus gros mots. Je vais jouer des tours, je vais peut-être aller chercher des mots qui n'ont peut-être pas été les plus pris. OK? Alors, rapidité. Qui a pris ça, rapidité, ici? Qui a utilisé le mot rapidité? OK. Est-ce que ça, c'est positif ou négatif?
Les deux? Ah oui, comment ça, c'est les deux? Oui. C'est rapide, vous trouvez de l'information. Malheureusement, l'information arrive tellement vite que tu n'as plus le temps d'analyser. Ah! C'est rapide, on l'a rapidement, mais on n'a pas de temps pour le traiter. OK, y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles c'est les deux? Pas d'autres raisons? Ça change aussi vite. Oui. Mais elle n'est pas toujours véridique non plus. Non, OK, pas toujours véridique. Comment faire pour savoir si l'information est véridique? OK, rapidité. D'accord. Oui. Quand on communique avec les gens rapidement, ils ont l'information, mais c'est anxiogène parce qu'ils s'attendent à avoir rapidement une réponse. Oh oui, hein? Je t'envoie un message sur Facebook Messenger. Là, je vois que tu l'as reçu, mais que tu l'as pas lu. OK. Je vois que tu l'as lu, mais que tu me réponds pas. Ça, c'est encore pire. Hein? Ouais. C'est anxiogène, ça nous met de la pression, ça crée des tensions, ça amène de l'interprétation. On ne sait pas tout le temps pourquoi c'est comme ça. OK. D'autres mots comme ça. Dépendance. Qui a écrit le mot dépendance ici? OK. Et ça, j'imagine qu'il y a personne qui a trouvé que c'était positif, ça, dépendance. C'est positif? Ben, est-ce qu'on est dépendant à l'électricité? Est-ce que c'est positif d'être dépendant à l'électricité? Ben, un peu quand même, hein? Ce matin, quand je faisais mon café, j'étais content d'être dépendant de l'électricité. Hein? Pour prendre la route, faire 2 heures de route, j'étais content que ça fonctionne, puis que je ne sois pas obligé de ne pas en avoir ce matin. Oui, j'étais vraiment content. Le numérique, c'est pareil, hein? On est content d'être dépendant, mais... Puis dépendant, ça veut dire quoi, au fait? Qui ici est dépendant au numérique? Qui croit que les autres sont dépendants au numérique? Ah oui, c'est ça. Oui, c'est plus facile de trouver que... Qui croit que les jeunes sont dépendants au numérique? Pas plus que ça, je ne crois pas. Que nos jeunes, nos ados là, en particulier, là... Oui, hein, oui, on est sûr de ça. Hein? Nous, on est adultes, nous, on contrôle bien notre consommation du numérique. Hein? Ouais, pas tout le temps. OK. Instantané. Qui a écrit ça, le mot instantané? OK. Ça, c'est proche de la rapidité, mais c'est pas pareil. C'est quoi que vous avez voulu dire par instantané? OK. C'est instantané, on partage des choses, on est en lien commun avec les gens. C'est-tu positif, ça? Ben oui. Oui, hein? C'est pas tout le temps tranché au couteau, hein? Il y a plein de choses là-dedans qui sont pas toutes tranchées au couteau. J'ai envie de revenir à mes images. C'est dans l'autre sens, ça, excusez, là, je vous mêle tout. Je vais revenir à une image là, qui est souvent, cette image-là, là, souvent, là, les gens accrochent. Qui cette image-là vous choque? Qui dans l'ensemble, ça vous choque de voir cette image-là? Okay. Qui trouve ça cool? OK. Pourquoi, dans la même salle avec des adultes, il y a des gens qui ça choque, puis il y a des gens qui trouvent ça cool? Des extrêmes. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on n'est pas fait pareil. On n'est pas fait pareil. Oui, hein? Tout à fait. Moi, quand je fais ça, ma blonde, elle me dit « T'es pas capable de vivre le moment présent? » Hein? Ben oui, c'est ça. Mais pourquoi je fais ça quand même? Pourquoi ceux qui ont levé la main, qui le font, là, pourquoi ils trouvent ça cool ou qu'ils le font? Qui a déjà fait ça ici? OK? Pourquoi vous avez fait ça, ceux qui ont fait ça? Parce que ma fille s'en Parce que ma fille s'en scène. OK. Ah, ben là, ça s'excuse, là, quand même. OK. Qui d'autre? Pourquoi vous avez fait ça? Oui. Pour le partager à d'autres gens qui ne sont pas présents. J'étais à Montréal il y a 2 ans, puis il y avait les marionnettes géantes dans les rues. C'est juste à Montréal, c'était juste quelques jours. Quand j'ai diffusé ça en direct, comme j'ai essayé de faire, puis là, ça marchait, là, cette fois-là. Quand j'ai diffusé en direct, il y a plein de gens qui disaient « Merci beaucoup, je peux pas être là, c'est super, merci beaucoup. » Puis
Puis évidemment, ma blonde à côté, elle me disait, là, t'es pas capable d'être là? Non, non, c'est pas vrai, pas comme ça, j'exagère. Mais c'est pas vrai, pas comme ça. Elle est très gentille, c'est un amour. Mais c'est vrai qu'elle pense qu'elle veut vivre le moment présent. Elle ne veut pas regarder les choses à travers son téléphone. Okay, dans cette image-là, je vous demande d'observer comme il faut. Il y a combien de gens qui sont en train, qui ont l'air d'être en train de diffuser ou d'enregistrer? Il y en a combien? Qu'on est sûr que c'est ça qu'il est en train de faire. Il y en a un, ici. Les autres, ils ont les mains dans les airs, il y a un téléphone dans ses mains, mais on ne sait même pas s'il est allumé. Ils ont l'air d'avoir bien du plaisir. Mais il y en a un. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez l'impression, en voyant cette image-là, que tout le monde n'est pas au spectacle, qui est en train de le voir à travers son téléphone, parce qu'on est tellement imprégné de cette image-là que c'est ça qu'on voit, même si ce n'est pas ça qui est montré. Nos perceptions nous jouent parfois des tours. La façon dont on regarde les choses, chacun et chacune d'entre nous, on a des points de vue différents. À l'ère du numérique, il y a plein de phénomènes que vous avez décrits tout à l'heure qui font en sorte qu'on s'accroche tout le temps parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions des réalités. On n'accorde pas de l'importance aux mêmes choses, on n'a pas les mêmes valeurs, puis on n'a pas les mêmes points de vue, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes référents, les mêmes repères. Et ça, là, ça fait en sorte qu'on a des grands défis à relever en cette ère du numérique où tout va super vite, où on n'a pas le temps tout le temps d'analyser, de regarder, de comprendre. Même dans nos relations avec les autres, on n'a pas le temps de prendre le temps de s'intéresser au point de vue de l'autre. C'est ça que vous venez de faire ce matin. C'est précieux le temps que vous avez pris entre vous pour vous en parler. Je suis sûr qu'en regardant ces images-là, vous vous êtes dit de ces genres de choses-là. Hein? C'est sûrement arrivé en jasant entre vous. C'était voulu que vous ayez du temps pour vous parler entre vous. Je vais avancer un peu plus loin. Je vais revenir ici. Dans le fond, là, ce que je vous ai fait faire comme exercice, là, c'est un exercice que vous pourriez faire dans votre équipe école, que vous pourriez faire... S'il y en a qui veulent revenir à la présentation, qui l'avaient perdu sur leur appareil, je réaffiche, là, j'ai tassé pour qu'on le voit bien, la présentation. Si vous voulez, vous pourriez faire cet exercice-là avec votre équipe école, en famille. Vous pourriez faire ça avec des amis. Vous pourriez le faire avec vos élèves dans la classe. Réfléchir sur nos perceptions, notre définition de l'ère du numérique, des défis, des possibilités qui existent à l'ère du numérique. Parce que c'est dans le dialogue qu'on va trouver des avenues pour être capable de vivre en harmonie ensemble. Alors, l'école, on peut jouer ce rôle-là. Okay? Alors, ma présentation, vous avez vu, c'est un Google Présentation. Alors, là, il est partagé en lecture pour vous. Si vous avez un compte Google, je pense qu'à la commission scolaire, vous avez ça, les comptes Google. Vous pouvez faire une copie de ma présentation puis la réutiliser comme vous voulez. Regardez ici, elle est libre de droit. Ici, il y a la licence en bas, là. Ça veut dire que c'est libre de droit. Vous allez faire ce que vous voulez avec. OK? Vous avez juste à citer vos sources, mais on ne vous poursuivra pas si vous ne citez pas vos sources, c'est pas grave. OK? Donc, ce qu'on veut, c'est que vous l'utilisiez. Donc, par exemple, j'ai des diapos comme ça. On aurait pu, si vous n'avez pas Answer Garden, si vous trouvez ça trop compliqué, dans la même présentation, vous pouvez la mettre en écriture pour vos élèves ou vos collègues, tous ceux qui disposent du lien. Et là, ils pourraient aller répondre dans 2 diapos comme celle-là, puis on pourrait faire ça. C'est de même tout le long de ma présentation. Là, tout le long, vous avez le droit de réutiliser tout ce que je vous montre. Vous pouvez le réutiliser dans votre milieu avec vos élèves, avec vos collègues, etc., tout au long. Le plan d'action numérique. Il y en a-tu ici qui étaient là quand c'était le lancement du plan d'action numérique il y a 1 an et demi? Ouais. Oui, il y avait d'autres personnes qui étaient là, j'en connais qui étaient ici, oui. Hein? Le gouvernement précédent a fait le lancement du plan d'action numérique pour dire que c'est une priorité au Québec de mettre de l'avant le numérique. Dans ce plan d'action-là, il y a 3 orientations et il y en a 2 qui nous concernent plus particulièrement les enseignantes et enseignants, les acteurs de l'éducation. Ce sont les 2 premières. Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. Le plan d'action numérique, c'est pas juste pour les jeunes. Ça touche tout le monde. Nous sommes toutes et tous concernés par le plan d'action numérique. Mettre à jour nos compétences numériques, c'est quelque chose qu'on a à faire tout le temps. C'est jamais fini. Deuxième, exploiter le numérique comme un vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement
et d'apprentissage. Et ça, c'est au cœur de notre travail. Au cœur de notre travail, comment faire pour que le numérique favorise les meilleurs apprentissages, nous permette d'être plus efficaces dans notre travail d'enseignant. C'est un défi. On va essayer de regarder ensemble comment ça peut s'actualiser, ça. Parmi les mesures du plan d'action numérique, la première mesure, c'était d'établir un cadre de référence des compétences numériques à tous les ordres d'enseignement. Et donc, au printemps dernier, a été lancé le cadre de référence de la compétence numérique. Voyez-vous la nuance entre la mesure et le plan et le cadre? Ici, on parlait des compétences numériques et ici, on parle de la compétence numérique. Ce cadre-là, il vient actualiser tous les endroits dans tous les référentiels québécois en éducation que l'on a et qui parlent du numérique. Parce que la plupart de nos référentiels datent de 10, 15 ou 20 ans. Prenons le programme de formation de l'École québécoise, il va bientôt avoir 20 ans. Les vocabulaires qu'il y a là-dedans, là, il y a des mots que nos élèves ne savent même pas c'est quoi, cette affaire-là. Hein? Une vidéocassette. OK? Des trucs comme ça, là, un vidéodisque. Des trucs comme ça, là. Il y a des mots même, là, qu'on ne sait même pas c'est quoi. Même nous, comme adultes, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, on avait ça dans le temps. Ouais. Mais le cadre, il vient actualiser tous ces référentiels-là, dont la compétence transversale à intégrer le numérique, dont la compétence professionnelle des enseignantes et enseignants à intégrer le numérique. Donc, ça vient actualiser tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ce cadre de référence-là a été lancé par le ministre de l'Éducation actuel qui, pour une rare fois, les politiciens, ont dit que ce que le gouvernement précédent a fait, c'était la bonne chose à faire, puis c'était la bonne voie, puis qu'il était pour continuer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a une unanimité politique autour de ces enjeux-là. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique, c'est l'affaire de toute une société. Hein? Et ce qu'il nous dit, Jean-François Roberge, c'est qu'on a besoin de préparer nos jeunes pour jouer leur rôle clé dans le monde de demain. Mais en fait, c'est dans le monde d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui même, à l'échelle planétaire, comment nos jeunes sont des acteurs incontournables face au changement climatique. Ça se passe aujourd'hui, ça va se passer toute la semaine. Et c'est qui a parti ça? C'est une mineure. Une jeune de 16 ans. Le numérique leur donne du pouvoir d'action. Est-ce qu'on les prépare à ça? C'est ça l'objectif, c'est de les rendre autonomes et critiques. Depuis tout à l'heure, c'est ça qu'on dit qu'on a besoin, d'être autonomes et critiques. Au Québec, dans le cadre, on a mis de l'avant des principes. Si vous allez lire le cadre de référence, vous allez voir, il y a une page, un texte. Moi, j'en ai dégagé 5 principes qu'on retrouve dans le texte des principes. D'abord, le principe d'inclusion. Le numérique ne devrait jamais créer de l'exclusion. Et ça, là, c'est une préoccupation qu'on a toujours besoin d'avoir à l'esprit. Même, ne serait-ce que quand on laisse entrer les appareils de nos élèves dans la classe, c'est un outil d'apprentissage extraordinaire, mais ça peut augmenter les écarts sociaux. Alors, si on fait ça, il faut être conscient qu'on a besoin d'atténuer ces écarts sociaux-là, comme on a la responsabilité comme école de les atténuer. Savoir agir des compétences, on en a déjà parlé, je pense un peu plus vite. Les ouvertures aux innovations technologiques. Le cadre de référence, il ne veut pas être figé dans le temps avec les réalités d'aujourd'hui. Il veut pouvoir être présent ou être là pour tout ce qui pourrait être nouveau qui arrive avec les innovations technologiques. Mais aussi, ça se veut une mise en œuvre itérative. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle évolue dans le temps aussi en fonction des mœurs et des coutumes. Notre société évolue constamment. Nos valeurs évoluent constamment. Nos seuils de tolérance à des choses ne sont pas les mêmes. Regardez, là, dans l'actualité, c'est chaud, c'est brûlant. Hein? En 2001, se maquiller le visage, c'était pas un problème pour 95% du monde. Le salaire qu'en Amérique du Nord, c'est vraiment, c'est rendu un tabou. OK? Particulièrement aux États-Unis, dans le Canada anglais. Ici, ça l'est un peu moins. Mais on voit que nos seuils de tolérance changent. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le film 1981? Oui? Au début du film, Ricardo rentre dans sa classe. On est en 1981, son enseignante de 6e année est assise en avant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fume sa cigarette. Aujourd'hui, on ne pourrait même pas imaginer que ça a déjà été possible.
Mais c'est ça, c'était ça. Aujourd'hui, on ne se souvient pas. S'il n'y avait pas eu ce film-là, je ne me souviendrais pas de ça aujourd'hui. OK? Mais aujourd'hui, ce serait complètement inacceptable. Vous rentreriez dans une classe d'une enseignante avec ses élèves en train de fumer dans sa classe. Non, elle n'aurait même pas d'élèves dans sa classe parce qu'elle est en train de fumer dans sa classe, puis on serait scandalisé. OK? Nos valeurs évoluent dans le temps. Une mise en œuvre itérative, ça veut dire que ça tient compte de ça. Avec nos mœurs, nos us, ça va évoluer. C'est un développement contextuel aussi. Ça veut dire que c'est pas une recette. C'est pas la même chose pour tout le monde. Il faut tenir compte de nos réalités. Vous enseignez au primaire, au secondaire, en FGA, en FP, c'est pas du tout les mêmes réalités, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas du tout les mêmes besoins. Vous travaillez dans un service de la commission scolaire, vous êtes avec juste des adultes, des employés, c'est pas le même contexte. Parce que le cadre de référence, il est là pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Du préscolaire à la sortie universitaire, ça concerne tous les acteurs de l'éducation, les élèves et les adultes. Tout le monde est concerné par le cadre de référence. On a mis 12 dimensions au cadre de référence. Au cœur de ces 12 dimensions-là, la dimension principale, c'est agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Je faisais une entrevue la semaine passée avec Thierry Carcenti, qui est avec son équipe de chercheurs de GRIP, un groupe de recherche interuniversitaire. Il y a plusieurs chercheurs de plusieurs universités au Québec qui ont fait plein de consultations, puis qui ont élaboré ce cadre de référence. Et il me disait que le fait d'avoir mis... Il a travaillé très fort avec son équipe, puis avec les gens au ministère, pour que ce soit ça qui soit au cœur du cadre de référence. Et ça a été salué partout dans la francophonie, en disant on salue l'audace du Québec de ne pas mettre les compétences techniques au cœur, mais de mettre l'éthique au cœur. On est vraiment innovateur au Québec avec cette approche-là. Et c'est salué partout dans le monde. Et qu'est-ce qu'on entend par agir en citoyen éthique? Il y a une petite note en bas de page qui est vraiment importante. C'est la capacité à prendre une distance par rapport aux enjeux comportant des questions éthiques. Agir en citoyen éthique, c'est pas agir en bon citoyen, puis qui se comporte bien, puis qui fait bien les choses comme nous on voudrait. Agir en citoyen éthique, c'est être capable de se poser des questions, de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, de dialoguer avec les autres, de s'intéresser au point de vue des autres, d'essayer de comprendre pourquoi on ne pense pas tout le monde pareil, puis comment on peut mieux vivre ensemble en tenant compte de ces différences-là. Parce qu'il y a rarement une bonne chose à faire. Ça dépend du contexte, ça dépend des personnes, ça dépend de plein de choses. Et c'est ça, développer la réflexion éthique chez nos jeunes, la capacité d'agir en citoyen éthique. Allons décortiquer un petit peu cette définition-là. Le mot « citoyen », dans la définition qui est là, le mot « citoyen », c'est un mot qui peut servir aussi à discriminer des individus. Hein? On le voit en politique, parfois le mot « citoyen » il sert à faire des classes d'individus, hein? À faire des murs, à séparer les gens. Le mot « citoyen », dans le cadre de référence, il fait davantage référence à ce qu'entend l'UNESCO en 2015, qui a proposé une définition de la citoyenneté mondiale, qui s'intéresse davantage à notre appartenance à l'humanité. Nous sommes toutes et tous humains. Puis le mouvement dont on parlait tout à l'heure, avec en tête Greta, qui est là, qui mène ça partout à travers la planète, ça a fait émerger cette sensibilité partout à travers la planète. Mais c'est cette idée-là qu'on est tous partie prenante d'une même humanité. La réflexion éthique, mais au Québec, on est vraiment chanceux parce qu'on a un programme qui a pris le temps de définir c'était quoi de la réflexion éthique, le programme d'éthique et culture religieuse. Alors, les enseignants du primaire, vous enseignez tout ça. Qui enseigne au primaire ici? Levez dans la main. OK. Puis, est-ce qu'on a des enseignants d'éthique et culture religieuse dans la salle du secondaire? Wow, cool. Super. Vraiment. Alors, on est chanceux au Québec parce qu'on a défini c'était quoi de la réflexion éthique, puis on peut travailler ça avec nos élèves du début du primaire à la fin du secondaire. La réflexion éthique, c'est la capacité à décrire des situations le plus factuellement possible. C'est la capacité à comparer les points de vue, ce qu'on a fait tout à l'heure. On compare des points de vue, on essaie de s'intéresser aux valeurs, aux normes auxquelles on se réfère, nos référents, puis se rendre compte qu'on n'a pas tout le monde pareil, pour identifier les points de tension, les choses qui font qu'on ne s'entend pas tout le temps. Et ça dans le but de considérer différentes options qui vont permettre de trouver des avenues pour favoriser le mieux vivre ensemble.
Ça, c'est de la réflexion éthique. Le cadre de référence de la compétence numérique, il met ça au cœur. Développer des citoyens à l'ère du numérique, c'est d'abord et avant tout être capable de faire ça. On a même réuni plusieurs acteurs de l'éducation. Je travaille au sein du Récit. Mais au sein du Récit, on s'est réunis plusieurs conseillers pédagogiques de tout le Québec. Puis on a adjoint à ça des chercheurs universitaires, des gens du ministère de l'Éducation et de d'autres ministères ou de la Commission sur l'éthique en sciences et en technologie. On a essayé de dire, est-ce qu'on serait capable de développer un modèle québécois? Parce qu'actuellement, les modèles qu'on a, ils s'appellent citoyenneté numérique, ils viennent des États-Unis, ils sont très moralisateurs. Ils nous disent dans toutes sortes de contextes comment bien se comporter. Et au Québec, comme on ne veut pas aller là, on veut aller vers l'autonomie. On a décidé de développer ce qu'on a appelé, nous, le processus d'autonomisation éthique. Autonomisation, là, c'est la traduction de empowerment. Hein? Empowerment, ça a l'air plus fort, hein? Oui, c'est vrai, on dit en anglais, empowerment. Ça vient du mouvement américain avec les femmes noires américaines qui ont voulu se donner du pouvoir d'action avec Oprah Winfrey en tête de liste. Et donc, ce mouvement-là, il dit qu'on veut donner du pouvoir d'action. Le mot autonomisation, c'est ça qu'il veut dire dans ce contexte-là. C'est la traduction littérale de empowerment. On veut donner du pouvoir d'action à tout le monde et à tous. Qui ici a souvent le sentiment d'avoir pas tout le temps le pouvoir d'action dans le numérique, de tout comprendre ce qui se passe? On a un peu tout le temps, hein? Oui, hein? On a tout le temps un peu ce malaise-là, hein? Ben, se redonner du pouvoir d'action comme citoyen. Puis pourquoi on appelle ça de l'autonomisation éthique? Bien parce qu'on ne veut pas que ce soit juste du pouvoir d'action individuel, mais on veut que ce soit aussi collectif. Se redonner du pouvoir d'action individuel et collectif, donc pas seulement centré sur la personne elle-même, mais sur la collectivité aussi. Ce modèle-là, je ne vous le présente pas en détail, là, vous pourrez l'observer si vous voulez le découvrir. On a développé toutes sortes de ressources pour l'étayer, vous pourrez aller le regarder. Mais en fait, ce qu'on vise, c'est de faire en sorte que chaque citoyen et citoyenne puisse être en cohérence, en harmonie avec sa posture et ses actions, qu'il soit en harmonie avec ses valeurs, ses normes, ses aspirations dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, de façon individuelle, mais tout en tenant compte de la collectivité dans laquelle il vit. Donc, je vais vous présenter les 12 dimensions. Non, je ne ferai pas ça. Non. Ça serait bien trop long, puis vous seriez endormi avant que je sois rendu à la 3e. Alors, ce qu'on va faire à la place, c'est que je vais vous faire un exercice d'appropriation du cadre de référence de la compétence numérique. Je vous ai dit que je vous mettrai en action. Hein? Alors, c'est ça qu'on va faire. Je vais vous mettre en action. Alors, pour faire ça, en fait, je vais vous poser une question dans quelques minutes, en équipe. Je vais vous demander de proposer des pistes pour intégrer dans votre pratique professionnelle les 12 dimensions du cadre de référence de la compétence numérique. Alors, si vous êtes dans ma présentation, vous allez voir que les diapos qui suivent, toutes les dimensions sont écrites, sont là. Vous pouvez y aller par vous-même, aller observer chacune de ces dimensions-là. Puis, à la fin de chaque bloc de 3, vous avez des exemples de ce que je vous demande. En fait, c'est ce genre d'énoncé-là que je vais vous demander d'écrire. OK? Des exemples comme ceux-là. Vous y avez accès dans ma présentation, vous pouvez aller voir ça. Si je reviens à ma question, ici, donc, pour arriver à faire ça, je vais vous demander, je vais utiliser une fonction de Google Présentation. Est-ce que vous connaissez ça? Les outils de présentation, de participation. Attendez, ça va-tu marcher? OK, démarrer une nouvelle séance. Et voilà, ça c'est intégré dans Google Présentation. Vous n'avez rien à ajouter. Là. Vous avez juste à dire, je vais activer le mode présentateur quand vous partez votre présentation. Et vous pouvez activer ça n'importe quand. Donc, ce que vous avez comme tâche à faire, c'est répondre à ma question. Et pour répondre à ma question, au lieu de me poser une question, c'est moi qui vous pose une question et vous allez répondre à ma question. Ce que je vous demande de faire en répondant à la question, c'est de commencer votre énoncé par le numéro de la dimension que vous avez choisie. Et ensuite de ça, vous m'écrivez dans votre pratique professionnelle à vous, comment ça s'actualise, ça, cette dimension-là. Vous choisissez celle que vous voulez, pas de problème. Puis après ça, on va revenir, je vais en choisir au hasard quelques-unes qu'on va afficher devant tout le monde. Vous allez voir, moi, je ne pourrais pas les afficher toutes, c'est trop nombreuses et nombreux, mais on prendra le temps d'en regarder quelques-unes. Si je vous donne... Il est quelle heure, là? 9h28. Ah ben oui, je pourrais vous donner 7 minutes. C'est-tu bon pour vous? 7 minutes?
En avez-vous assez? Oui? C'est bon? Donc, sur un de vos appareils, là, vous pouvez faire ça en équipe encore. Un de vos appareils, vous allez à l'adresse slide.app.goo.gl/P minuscule, E majuscule, Y majuscule, F minuscule, B minuscule. Et vous allez répondre à ma question. C'est parti. Pas capable d'y accéder, mais si vous rafraîchissez, ça devrait fonctionner. Je l'ai modifié. Ça se fonctionne-tu, là? Il faut juste rafraîchir, voir si ça fonctionne. Rafraîchir la page. Désolé, je n'avais pas changé le paramètre. La consigne est claire, vous savez ce que vous avez à faire? Oui, je répète. OK, je répète. Là, je me doutais qu'il y avait trop de choses à faire en même temps, alors je répète la consigne. Alors, une fois que vous êtes connecté, il y avait un problème de connexion, là, parce que j'avais juste mis, j'avais pas assez ouvert mon truc. Là, j'ai mis à tout le monde, vous devrez être capable d'y accéder. Vous devez vous aller observer ou choisir une des dimensions de la compétence numérique et vous demander, vous, pour vous, comme enseignante ou enseignant ou professionnel, ou peu importe ce que vous faites, comment ça s'actualise, ça? Ça veut dire quoi pour vous, concrètement? Ou qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour vous? Et là, j'avais donné des exemples, hein? À la diapo, ici, vous en avez pour les 3 premières dimensions. Oups, je suis allé trop vite. Ici, et voilà. Pour les 3 premières dimensions, voici des exemples de ce que vous pourriez faire. Puis, si vous allez plus loin, après les 3 dimensions suivantes, vous avez d'autres exemples des 3 dimensions suivantes. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Alors, ce que je vous demande, c'est d'écrire le numéro de la dimension que vous avez choisi et l'exemple que vous avez pour illustrer comment, pour vous, cette dimension-là peut s'actualiser. Est-ce que c'est plus clair? Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Le code? Oui, bien en fait, pour répondre, c'est juste en haut, là. Pour la présentation, tu veux dire? Pour répondre à ma question, ça. Ça, c'est pour répondre à la question. C'est avec cette adresse-là, il n'y a pas de code QR cette fois-là.
de temps. J'ai redémarré ma diffusion. Alors, il y a peut-être des gens qui vont nous suivre à distance. Gênez-vous pas, vous pouvez vous joindre à nous, les gens qui sont à distance, pour suivre notre présentation. Si vous êtes sur Twitter, vous avez le lien de ma présentation pour suivre aussi. Alors, on va aller voir ce que vous avez écrit. Je vous l'ai dit, on n'aura pas le temps de regarder tout ce que vous avez écrit, mais on va aller regarder quelques-uns de vos exemples. Donc, on y va avec un premier exemple. L'utilisation des outils de Google pour la gestion des accompagnements, formations et le partage d'informations. Kim Roy. Merci, Kim. T'es où, Kim? Kim, es-tu ici? Ah, merci, Kim. Super exemple, très intéressant. Hein? Allons voir une autre dimension. Ici, 3. Utilisation de Socrative pour la vérification des acquis. Judith. Judith, t'es où, Judith? Merci, Judith. C'est super. Hein? Vraiment très intéressant. On poursuit. Donc, c'était la dimension 7 et 3. On continue. Alors, on a Catherine ici. Catherine est ici? Catherine? Et où, Catherine? Ah, merci, Catherine. Communiquer à l'aide du numérique. Favoriser la communication enseignant-parent par l'utilisation de CISA ou d'une autre plateforme. Wow, c'est vraiment cool. Vous êtes novateur. Bon, une autre dimension. Allons voir une autre dimension, la dimension 5. Alors, ici, Cynthia. Cynthia est où, Cynthia? Ah, merci, Cynthia. Facilite le partage d'idées entre les élèves en enlevant la barrière de la gêne. Ah, l'écriture, hein? Ça peut enlever la barrière de la gêne. C'est très, très intéressant. Alors, allons voir une autre dimension qui n'a pas été traitée, qu'on n'a pas présentée encore. Je vais essayer d'en trouver une. Ici. Donc, ici, développer... Encore Kim Roy. Ah, je n'avais pas remarqué, Kim, désolé. C'est pour les autres, là, je veux dire. Kim, bravo. Alors, développer le jugement critique et éthique des élèves dans la gestion et l'utilisation du cellulaire à l'école. Wow! Kim, t'es au secondaire, Kim, toi? T'es où, Kim? Oui, t'es au secondaire? Accompagnement au secondaire, oui, hein? La gestion des cellulaires au secondaire, plutôt qu'interdire, si on leur apprend. Ils l'ont tout le temps sur eux, en tout temps. D'ailleurs, hein, vous savez que la boîte dans la classe, c'est pour déposer ce cellulaire. Là. Y a-t-il des enseignants au secondaire qui utilisent ça? OK? Des crochets? Pochette? La pochette, déjà, c'est plus intéressant, mais la boîte, là, en avant, là, ça, je vous le dis, ça marche pas. OK? Si vous pensez que ça marche, c'est juste une illusion. OK? J'ai des enseignants qui me l'ont raconté, ils m'ont dit, la boîte, là, ça marche la première fois. La deuxième fois, l'élève, avant de partir de la maison, il rouvre le tiroir, il ramasse un vieux cellulaire qui ne marche plus, puis c'est celui-là qu'il met dans la boîte. OK? Pas question de donner ma vie privée mêlée avec toutes les autres dans une boîte que je ne sais même pas si je vais être capable de la retrouver. OK? Pensez à ça, là, si j'avais mis une boîte à l'entrée et j'avais demandé à tout le monde de déposer votre cellulaire. Combien il l'aurait fait? Personne. Bon, en tout cas, 2, 3. OK, peut-être. On ne l'aurait pas fait. OK, merci, Kim. OK, j'essaie de trouver une autre dimension qui n'a pas été présentée encore ici. Alors, Anonymous est parmi nous. La dimension 3. Utilisation d'applications diverses à des fins d'apprentissage, réduction du papier-crayon. Wow, très intéressant. OK, allons-y avec une autre dimension. La 12 ici. On a Maude. Maude qui est là. Prendre une photo 360, la diffuser, y intégrer des contenus. Wow, ça c'est novateur. Il y en a qui ont ça, des caméras 360 ici? Vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Des photos 360, on va faire ça avec son cellulaire. Vos élèves sont capables de faire ça, faire des photos 360 avec vos cellulaires. Hein, ça se fait. Il y a la fonction photobulle dans plusieurs des appareils de nos jours, où il y a des applications qui permettent de le faire. OK? C'est pas sorcier. Ben, ça veut dire faire une belle photo, ça... Ouais, ça demande du travail un peu, là. Il faut avoir l'air... toutes les photos, toutes les prendre, être dans toutes les postures, pour essayer de laisser la caméra au même endroit. Ça fait un peu étrange, mais ça existe. OK, donc, merci Maude. La dimension 11, maintenant. OK, on a Karel. Karel est où, Karel? Oups, j'ai-tu vu Karel? Ah, ici, Karel. OK, merci, Karel. 11. À partir d'albums ou de textes adaptés aux élèves, réfléchir ensemble sur différentes situations concernant le numérique.
Vraiment intéressant. Wow! Très, très intéressant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que je vois qui n'ont pas été traitées encore ici? La 2. Sébastien. C'est qui Sébastien? T'es où Sébastien? Ah, Sébastien. Utilisation de prédits pour travailler les réseaux de concepts permettant aux élèves de faire des liens. Ah, c'est super intéressant. Ça, c'est des élèves qui font des prédits, là. C'est ça? Wow! Wow! Ça, c'est vraiment super. C'est vos élèves. Passez de moi, je fais des présentations, à je mets mes élèves à faire des présentations. C'est long faire un prédit, hein? Vous n'avez pas de temps, hein? Vos élèves, ils ont juste ça, du temps. Fait qu'aussi bien les occuper. Puis ils trouvent ça trippant faire ça. Fait que c'est le fun. Faire des présentations avec toutes sortes d'outils, puis les laisser choisir les outils, c'est encore plus engageant hein, d'avoir du choix. Alors, on a plusieurs exemples que vous avez pris, puis ça a été vraiment très intéressant. J'ai envie de vous poser une autre question d'un autre ordre. Faire cet exercice-là pour vous, ça vous a fait quoi en dedans? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Sentiment de bien-être. Un sentiment de bien-être. La valorisation. L'engagement. Il y en a-tu que ça a fait le contraire? Hein? Vous n'osez pas le dire? OK, ceux que c'est le contraire, vous n'osez pas le dire, hein? Il y en a-tu que c'est venu dire ouais, je me rends compte qu'il y a plein de choses que je ne sais pas ou que je ne fais pas, surtout quand j'écoute ce que les autres ont dit qu'ils faisaient. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ce sentiment-là? Oui, hein? Moi aussi, j'ai ce sentiment-là. Je suis un expert du numérique. Et tous les jours, j'ai ce sentiment-là. C'est un sentiment. C'est pas un fait. Mais c'est un sentiment bien réel qu'on a. Chacune et chacun d'entre nous, il y a pratiquement tous les jours, on est exposé à des situations qui peuvent nous faire sentir qu'on n'est donc bien pas là. Ça fait 5 ans que cet outil-là existe, puis moi, je ne le connaissais même pas. Je suis un spécialiste du numérique, je ne savais même pas que ça existait. Mais oui, c'est là, c'est présent. Ça existe, ces choses-là. Mais c'est un sentiment. Qui ici utilise un téléphone cellulaire? Intelligent, là. Ouais, c'est tout de même maintenant. OK. Qui utilise une tablette? Qui utilise un ordinateur? Qui utilise une fonction Bluetooth dans son auto, tout le kit, là? OK. Qui a la domotique à la maison, ou un Alexa, ou un Google Home, ou un aspirateur robot? C'est ça, OK. Il y a 5 ans, il y a seulement 5 ans, vous n'étiez pas capable d'utiliser toutes ces technologies-là. Bien, parce qu'ils n'étaient pas toutes disponibles. OK? Aujourd'hui, chacune et chacun d'entre vous, là, on vient de nommer plusieurs technologies. La plupart d'entre nous, on a accès à au moins 2, 3 ou 4 ou 5 de ces technologies-là. Et chacune et chacun d'entre vous, vous savez quand utiliser chacune de ces technologies-là pour répondre à vos besoins. Vous êtes capable de faire la distinction, la part des choses. Il y a 5 ans, vous n'aviez pas toute cette expertise-là. Nous sommes toutes et toutes très bons. Bravo, on s'applaudit. Vous êtes super bons. Ce qu'on vient de faire là c'est fondamental, OK? C'est fondamental en contexte d'apprentissage particulièrement. Il y a plein de recherches qui l'ont démontré. OK? Plein de recherches, entre autres les recherches de Thérèse Bouffard au Québec, là, qui travaille sur le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment d'efficacité professionnelle, ou même on parle de sentiment d'efficacité collectif. Hein? Il y a des Américains qui appellent ça la mentalité de croissance. L'idée qui est derrière ça, là, c'est quoi? C'est l'idée que quand on croit que quelqu'un est capable de faire quelque chose, souvent, cette personne-là s'avère être capable de le faire. Même si elle, au départ, elle pensait qu'elle n'était pas capable de faire quelque chose. Alors, souvent, on a le sentiment qu'on est... Je vois souvent des gens en éducation qui me disent « Ah, mais moi, je ne suis pas très bon avec les technologies. » Et ces personnes-là sont comme vous, là. Ils ont plein de technologies, ils les utilisent à tous les jours, mais ils ont quand même ce sentiment-là. Alors, dépasser ça, c'est fondamental pour vous, mais c'est fondamental pour vos élèves aussi. OK? De développer ça, de leur donner confiance, c'est extraordinaire ce que ça permet de faire. Alors, ce qu'on va faire,
Je vais avancer très rapidement parce que ça, c'est toutes des ressources pour vous que vous pouvez réutiliser. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein? Je ne vais pas regarder ça en détail avec vous. Vous avez accès à ça. Vous avez même des diapos si vous vouliez faire le travail en équipe. Là, si vous n'avez pas la fonction comme je vous ai fait avec vous, vous pourriez faire un tableau dans lequel vous demandez aux des équipes, dans votre équipe école, par exemple, de faire le même exercice. Vous pourriez faire ça avec vos élèves. Donc, vous avez ces diapos-là qui peuvent vous permettre de faire ça. Je reviens en arrière. Les 12 dimensions. On est à l'ère du numérique, hein? Puis à l'ère du numérique, il y a toutes sortes de phénomènes qui arrivent, dont, entre autres, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, dans toutes les technologies que vous voyez apparaître devant vous, là, il y en a une seule dans laquelle elle n'est pas impliquée. C'est laquelle, selon vous, de toutes ces technologies où il n'y a pas de rien d'intelligence artificielle? Pardon? Le cerveau. Le cerveau? Ben, en fait, le cerveau, il veut illustrer que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est qu'on essaie avec les technologies de reproduire le fonctionnement de l'intelligence humaine. Okay? C'est ça que ça veut dire, l'intelligence artificielle. Mais dans les technologies que vous voyez là, laquelle ne fait pas appel à l'intelligence artificielle pour fonctionner? Gmail? Non, dans Gmail, il y a de l'intelligence artificielle. Pardon? L'antenne Wi-Fi? Spotify? Non, dans Spotify, il y en a aussi. Nao. C'est Nao. Nao, le petit robot Nao, ne fonctionne pas à l'intelligence artificielle. Les modules de reconnaissance du langage ont été développés grâce à de l'intelligence artificielle, mais le robot lui-même, quand on interagit avec lui, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui est active quand on s'en sert. Mais toutes les autres technologies que vous voyez là fonctionnent grâce à des modules qui sont utilisés dans les technologies dites d'intelligence artificielle. Tous les jours, nous sommes exposés à ça et la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conscients de ça. Fait que là, c'est le robot qui est le seul qui est vrai. Le seul qui est pas... Non, c'est pas que c'est pas vrai. Le seul qui n'a pas de fonction d'intelligence artificielle, c'est le robot, celui qui, vraisemblablement, quand on arrive devant lui, on a l'impression que c'est de l'intelligence artificielle. Notre cerveau l'observe et se réajuste en se disant « Ah, ça doit être de l'intelligence artificielle ». Toutes les autres technologies fonctionnent à l'intelligence artificielle, avec des modules ou des fonctions qu'on retrouve dans l'intelligence artificielle, mais notre cerveau n'est pas conscient de ça, puis il n'est pas préparé à ça. OK? Quand on a le sentiment, des fois, que les choses nous dépassent, ne vont pas comme nous, on pense. Quand on écrit 2 lettres dans notre chercheur Google, puis que la phrase au complet qu'on avait en tête apparaît, là, on se dit, OK, c'est quoi? C'est des modules d'intelligence artificielle qui font ça. En fait, elle se sert de nos habitudes, de nos besoins, des gens qui nous entourent, de toutes sortes de choses, en fait, qui peuvent être actives autour de nous et qui font en sorte qu'on a de l'intelligence artificielle dans nos vies de tous les jours. D'ailleurs, il y a un chercheur d'une compagnie privée anglaise en Angleterre, Émile, et j'ai assisté au WAC, au Web à Québec, au printemps dernier, puis j'ai assisté à sa conférence, et lui, il nous expliquait que les travaux qu'ils mènent, eux, actuellement, c'est qu'il semblerait qu'ils ont été capables de décoder le code, les algorithmes de l'ADN, OK? Et qu'ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de maladies ou de problèmes de santé qui sont liés à des erreurs de code qui sont introduits dans notre ADN. Et lui, il prédit, et aujourd'hui, ils ont développé des technologies qui sont capables de relier des puces informatiques à notre système nerveux. Et lui, ce qu'il travaille, à essayer de développer des algorithmes qui pourraient devenir des remèdes. Alors, lui, ce qu'il prétend, ou ce qu'il essaie de faire, ce vers quoi il tend, c'est développer la prescription d'algorithmes. Alors, un médecin, au lieu de prescrire un médicament, pourrait prescrire un algorithme qui viendrait corriger quelque chose dans notre ADN. Okay. Et va-tu y arriver? Je ne sais pas, là. OK? Mais il reste qu'il donne une conférence sur ça puis il explique tout comment ça fonctionne. OK? Dans un colloque international. Il a présenté ça. C'est hallucinant, les possibilités du numérique. D'où la nécessité d'apprendre et enseigner à l'ère du numérique. Ça veut dire quoi? C'est pas tant d'apprendre des algorithmes.
c'est bien plus une question de posture. On l'a vu un peu tantôt dans l'exemple que je vous ai donné. En fait, souvent, je vais quitter le mode de... On n'a plus besoin de ça, là. Je vais juste afficher, je vais juste enlever. OK, ça ici. En fait, pour comprendre, il faut un peu comprendre comment fonctionne notre cerveau. Steve Masson, un neuropsychologue, un spécialiste en neuroéducation, en fait, compare le fonctionnement du cerveau il fait l'analogie de la forêt. Okay? Il dit, dans le fond, notre cerveau, comment il fonctionne, c'est qu'il crée des sentiers dans notre forêt. Au départ, il est vierge de la forêt. Puis tranquillement, pour apprendre, mais ce qu'on fait, c'est qu'on trace des sentiers. Et plus on utilise les sentiers régulièrement, plus on devient habile, plus le sentier il va vite, plus on est efficace, plus on arrive droit au but, on automatise des tâches. OK? Ça, c'est intéressant, FaceTime. C'est vraiment cool. Alors, l'analogie de la forêt, dans des sentiers, il y a un an, j'étais avec des collègues. On était au Mont-Sainte-Anne pour une rencontre des gens du récit. J'étais avec mon collègue Sébastien. Puis, en fin de journée, il y avait une activité qui c'était d'aller courir dans les sentiers. Puis, il est arrivé 5-10 minutes en retard. Le groupe était parti. Il a dit, bon, moi, je vais aller courir pareil. On est en fin de journée, 5-6 heures. On est au début octobre. Il commence à courir dans le sentier. Là, tout d'un coup, la lumière, la brunante commence à arriver. Alors, il décide, je vais virer de bord, je vais en revenir à notre point de départ. Et il court dans l'autre sens. Et tout d'un coup, il se rend compte qu'il ne reconnaît pas les lieux. Il ne sait plus où il est rendu. Fait que là, il commence à se mettre dans la peau des gens qui se perdent en forêt, puis il commence à comprendre que même si je suis à quelques minutes là, de mon point de départ, je ne sais pas si je vais réussir à me retrouver là, parce que je ne retrouve pas mes repères. Mais heureusement, Sébastien est prévoyant. Hein? Il avait sa montre avec son GPS qui a dit « va-t'en par là, va-t'en par là ». Il a suivi sa montre et il a retrouvé son point de départ. Mais dans le fond, ce que je veux illustrer à travers ça, c'est que dans le fond, nous, notre cerveau, il fonctionne comme ça aussi. On a des sentiers bien tracés. Hein? Puis ça va bien quand on emprunte nos sentiers bien tracés. Il y a peut-être d'autres sentiers qu'on pourrait emprunter, mais des fois, on ne les voit pas parce qu'ils sont bloqués par d'autres choses, ou on ne veut pas trop les voir parce qu'il y a des choses, il y a des obstacles qui seraient à franchir pour y arriver. Ou encore, il y a des sentiers qu'on ne veut même pas tourner la tête et regarder parce qu'ils ont l'air vraiment trop difficiles. Puis on se dit, non, je ne suis pas sûr que moi je vais emprunter ce sentier-là. Mais au fond, là, dans le fond, c'est peut-être juste parce que notre vue est étroite. Puis peut-être qu'il y en a plein de sentiers, mais c'est juste qu'on ne veut pas les regarder. Bien, intégrer le numérique dans la classe, dans sa pratique, c'est un peu ça aussi. C'est être capable d'ouvrir ses horizons, de regarder ce que d'autres font, comment ils le font, qu'est-ce que moi je peux faire, c'est quoi le prochain pas que je peux faire, plutôt que de m'arrêter à ce qui, moi, m'empêche d'avancer, de regarder ça. En fond, c'est ce qu'on appelle, c'est notre cerveau, dans le fond, qui fait ça. De comprendre que c'est mon cerveau qui a automatisé des tâches puis dans lesquelles je suis confortable et je suis bien, ça m'aide à envisager que peut-être je peux tracer de nouveaux sentiers. C'est pour ça que je parlais que intégrer le numérique en classe, c'est bien davantage une question de posture qu'une question d'apprentissage technique. D'ailleurs, dans votre milieu, vous avez sûrement des gens qui sont des résistants. Hein, vous en voyez? Je suis sûr qu'ici, il n'y a aucun résistant. Tous les gens qui sont venus ici, vous êtes tous des gens qui sont volontaires. Vous venez ici là, de façon... vous êtes déplacés aujourd'hui, c'est pour ça, hein? C'est pas pour rien. Mais dans votre milieu, vous avez sûrement des résistants. Là. Vous les voyez, hein? Ces gens-là, dans le fond... Puis, c'est pas juste ces gens-là, au fond. C'est pas tant qu'ils sont des résistants, mais c'est parce qu'ils ressentent des choses. Leurs sentiers qui sont bien tracés, sortir de leurs sentiers, là, ça se peut que ça génère chez eux des émotions et des sentiments dans lesquels ils ne sont pas bien. Puis même chacun d'entre nous, quand on sort de nos sentiers, on n'est pas toujours bien. On vit toutes sortes d'émotions. On peut vivre de la peur, on peut se sentir dépassé ou se sentir différent. Ou même, il y a des gens qui résistent et ils sont fiers de résister. Ah, moi, là, je ne suis pas comme tout ce monde-là fou là, qui va trop vite. Là, on prend le temps de s'arrêter. Moi, dans ma classe, c'est un lieu, une oasis de paix. On déconnecte du monde pour voir les vraies affaires. Hein? Bon, on entend ça dans le discours, même dans les médias. On lit ça régulièrement, hein, que l'école devrait être ça.
Ça, en fait, c'est quoi? C'est l'expression de nos sentiments ou de nos émotions. Les sentiments, c'est basé sur des valeurs. C'est encore plus dur à faire bouger. En fait, c'est aussi parce qu'à travers ça, ça dévoile des défis, des difficultés ou des besoins que l'on a auxquels on sent qu'ils ne sont pas répondus. Hein? Si je sens que j'essaie de faire des technologies dans ma classe, mais que le réseau ne fonctionne pas ou que mon groupe se désorganise, bien, ça se peut que j'ai des besoins réels là, auxquels il faut que je réponde, puis ça ne fonctionne pas. Mais dans le fond, si on revient à l'analogie de la forêt, bien, si on essaie de voir ces gens-là comme des gens qui ont des sentiers bien tracés dans leur cerveau, bien, peut-être qu'on va être capable de trouver des façons de répondre à leurs besoins, puis de tracer des nouveaux sentiers, de les accompagner, puis moi-même trouver des nouveaux sentiers pour aller ailleurs que où je vais habituellement. Enfin, je vais vous présenter quelques ressources qui peuvent vous soutenir, vous. Hein? D'abord, on a un réseau. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure, je travaille au récit, au Service national du récit, et dans le domaine du développement de la personne, et pour les gestionnaires scolaires. Est-ce qu'il y a des gestionnaires ici dans la classe? Est-ce qu'il y a des directions d'établissement ou d'école ou de centre ici? Oui? OK. Donc, il y a un nouveau Service national du récit là, depuis l'hiver dernier qui a été mis en place pour accompagner les gestionnaires scolaires. Ça n'existait pas avant. C'est nouveau, ça existe. Moi, je m'occupe de ce service-là à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. C'est un service pour toute la province du Québec. Mais aussi, on a un service dans le domaine du développement de la personne avec notre super équipe. Il y a entre autres Marie-Soleil qui est ici aujourd'hui avec nous, qui va animer un atelier tout à l'heure. Oh, merci d'être là, Marie-Soleil. Mais aussi plein d'autres services nationaux. On a parlé de Maud tantôt. Il y en a peut-être d'autres aussi que je n'ai pas vu qui sont ici avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres gens des services nationaux du récit? Ils sont là, dans la salle avec nous? Non, pas ici. Peut-être en train de se préparer pour leur atelier, là, sûrement. Vous avez aussi un service local du récit. Vous avez des gens dans votre commission scolaire qui sont des experts pour vous aider, vous soutenir. Hein? Des personnes qui sont là pour vous aider, vous soutenir. Ça, c'est une ressource. Les personnes, ce sont des ressources précieuses que l'on a. Vous avez... bien sûr, le cadre de référence de la compétence numérique, auquel vous pouvez vous référer. Vous avez des parcours de formation à distance créés par le Récit et par Cadre 21 qui vous permettent de vous former par vous-même en lien avec les combos numériques et aussi toutes sortes d'autres sujets qui sont là. Vous avez ces plateformes de formation-là qui sont accessibles au Québec pour tout le monde. Des exemples de ce que vous pourriez faire pour travailler la citoyenneté à l'ère du numérique chez vos élèves. Il y a plein de choses là-dedans que je suis sûr que vous faites déjà. Mais juste de savoir que vous le faites dans l'optique de développer de l'autonomie, de développer des citoyens qui vont être capables de relever les défis d'aujourd'hui et de demain, mais ça va peut-être faire que vous allez faire légèrement différemment. C'est pas sorcier, c'est pas des choses très compliquées, ces choses-là que vous voyez là. Je veux juste terminer en vous faisant entendre un témoignage de Geneviève, une directrice d'école de la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, dans le coin de Sainte-Thérèse. Son témoignage est percutant. Il nous interpelle toutes et tous. On va terminer comme ça. En fait, au début, on s'est questionné parce que c'était vraiment un besoin qui émergeait de la classe. Là, dans le fond, on avait des élèves qui n'étaient pas si motivés, qui n'étaient pas si engagés dans leurs apprentissages. Puis on avait une classe d'élèves qui avaient de la difficulté à vivre un enseignement de façon traditionnelle, magistrale. En fait, ça ne correspondait pas du tout à leurs besoins. Puis quand on faisait ça, ils n'apprenaient pas. Et même l'enseignante, là, je ne pense pas qu'elle aurait pu survivre à la gestion de classe que ça leur aurait demandé. Donc, évidemment, j'avais une enseignante très engagée, prête à aller voir c'était quoi les nouvelles technologies, comment ça fonctionnait, faire aussi de l'essai-erreur, parce que je ne pense pas que c'est facile là, tout de suite en partant, mais elle s'est dit, bon, je me lance, puis on va voir. Évidemment, on est allé, on a acheté les Chromebooks, on a décidé d'ouvrir tout ce que ça prenait au niveau des autorisations, parents, tout ça. Et on s'est rendu compte rapidement que les élèves embarquaient et c'était ça qu'ils avaient besoin, en fait. C'est qu'ils n'étaient pas capables de recevoir l'enseignement traditionnel, mais de recevoir un enseignement d'une façon différente, avec une approche différenciée. Ça leur collait à la peau, là, puis on n'a plus le même groupe. Là. Effectivement, vous avez vu un groupe présentement très engagé, qui sont prêts à prendre en main leurs apprentissages, puis qui font les efforts nécessaires pour réussir. Puis d'ailleurs, ils sont tous en réussite. Fait que c'est vraiment le succès, là, c'est qu'ils sont là, ils ont le goût d'être là,
ils font des tables de multiplication pendant l'heure du dîner, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Ils écoutent des capsules, ils discutent. Donc, c'est vraiment pour nous un succès, là. Assez percutant, hein? Est-ce qu'en terminant, on aurait 2-3 minutes, est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Si vous n'avez pas de questions ou de commentaires, moi je vous félicite. Vous avez été des participants extraordinaires. On a construit quelque chose de merveilleux et vous avez accès à cette présentation-là. Vous pourrez y retourner et la réutiliser. Je vais donc céder la parole à Marie-Josée. Merci beaucoup, Monsieur Petit. Je peux me permettre de vous appeler Benoît? Ben, en fait, au nom de tous les participants du GRIP, on aimerait vous remettre un petit cadeau. Comme on est dans l'Aude-Binière, ben, ce sont des produits du terroir de l'Aude-Binière, du canard goulu. Merci beaucoup. Alors, un autre bonne main d'applaudissements. Est-ce que vous restez prendre la pause avec nous? Oui. Quelques petites instructions pour la bonne suite des choses. En fait, nous prendrons la pause juste ici dans le carrefour. On a du café, collation. On a 15 minutes parce que les activités du bloc A débutent à 10h25. C'est un atelier de 75 minutes. Et ensuite, à partir de 11h40, on va faire le service du dîner à la cafétéria. Soyez attentifs, il va y avoir 2 files. Une file pour poulet et végé et une file qui va aller un petit peu plus loin, plus profondément dans la cafétéria pour ceux qui préfèrent la lasagne. Et c'est ça. Très important par rapport à la fin de la journée maintenant, vous avez votre cocarde et à la fin du dernier atelier, on va tous revenir ensemble ici pour faire une belle rétroaction. Pour bien boucler la boucle, on le dit, hein, pour activer les connaissances, on fait notre activité, mais des fois, là, oh, vite, vite, la cloche va sonner, là, les amis, ramassez vos choses, alors que c'est tellement important de faire une dernière fois le point avec nos jeunes, mais on va faire une dernière fois le point avec vous avant de se quitter en fin de journée. Votre cocarde, vous devrez la déposer ici dans le bac à ma droite. Si vous remplacez quelqu'un, changez votre nom sur votre cocarde parce que ça va être avec ça qu'on va tirer les prix de présence. Et manquez pas ça, sérieux, là. La qualité qu'on a aujourd'hui, les services éducatifs ont des super beaux cadeaux pour vous. Donc, mais pour avoir le prix, il faut être présent. Alors voilà. Et un dernier petit commentaire en lien avec le bassin de contamination. Sur l'heure du dîner et durant la pause d'après-midi qui est un petit peu plus longue, on aura le bassin de contamination, on a plusieurs exposants qui viennent vous partager, que ce soit par rapport à l'impression 3D, l'école entrepreneuriale, il y a des bibliothécaires qui sont présents, on a ici Steve Julien, un enseignant de Beau-Rivage qui va vous présenter le programme d'insertion professionnelle pour la commission scolaire. Nous, on est comme le modèle. Donc, si vous avez des questions, Steve va être là pour parler de ça. On a des breakouts, on a toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est ce midi et à la pause. Donc, je vous souhaite un bon bloc A, une belle pause. À tout à l'heure. Merci tout le monde. Ça va bien? Bonjour, caméraman. Filmez ça. Merci. On va mettre le lien dans mon document.